Bonjour à tous, bienvenue à ce premier cours d'astrologie de Florence. J'aime bien le présenter comme ça rend bien. Merci d'être aussi nombreux, je me demandais combien de personnes seraient intéressées. Et bien donc, bienvenue dans ce fil rouge qu'on va consacrer littéralement à la technique astrologique. Donc l'idée, ça va pas être que je vous raconte mon histoire, puisque mon histoire, je l'ai déjà racontée l'année dernière. On va parler de la sphère des fixes dans l'Antiquité, savoir un petit peu comment elle est arrivée et quel est le rapport avec la bande zodiacale. On va parler des zodiaques, des signes et des constellations, donc c'est vraiment là-dessus que je vais insister. Et puis sur la fin, j'espère qu'on aura le temps normalement de parler des astres de l'astrologie, il y a plein de choses à dire aussi. Et puis si on a le temps, on parlera des maisons et des aspects. Donc si je suis là, c'est parce que l'année dernière, on m'a demandé de venir présenter mon parcours intellectuel, puisque je suis un ex-astrologue qui a comme originalité d'être sorti de l'astrologie en essayant de la prouver. Donc c'est toute une histoire. Et d'ailleurs, il y a un livre qui raconte, sous forme d'entretien, ce long parcours que vous pouvez trouver au Centre culturel. Il est facilement reconnaissable. Et puis, pendant la conf, l'année dernière, j'ai quand même consacré 5-10 minutes à la technique astrologique, en expliquant notamment pourquoi il y a des centaines de critiques contre l'astrologie. Je les collecte et j'en crée de nouvelles, mais il y en a quelques-unes qui me gênent. Par exemple, la critique du Serpentaire, la 13e constellation, la précession des équinoxes aussi. Et donc, j'avais juste donné quelques arguments pour montrer pour moi en quoi, à mon avis, il valait mieux s'en passer. Et puis, à la sortie de la conf, on m'a dit c'était intéressant ce que tu nous disais, ça pourrait être bien que tu viennes nous présenter ça pour un fil rouge. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai proposé, en fait, c'est une proposition qu'on m'a faite. Comme précaution d'usage, je rappelle que je vais vous présenter quelque chose sur l'astrologie, mais que je n'y crois pas, n'ayez pas peur. Entre guillemets, je ne suis pas astrologue. C'est assez terrible de devoir dire ça. Il y a encore des historiens qui commencent leurs interventions là-dessus quand ils parlent de l'astrologie antique, Moyen-Âge, etc. Il n'y a pas besoin d'y croire pour s'intéresser à la croyance elle-même. Et sinon, c'est Sébastien Carassou qui m'a dit qu'il fallait pas que j'hésite à préciser ça. C'est que moi, je suis très demandeur de retours critiques sur ce que je vais vous dire, parce que j'ai l'habitude de dénoncer ces critiques. Mais j'ai jamais personne qui vient me dire que j'ai tort, que je me trompe, etc. Donc si vous avez des questions, si vous voyez des choses qui vous gênent, qui n'ont pas l'air cohérentes, n'hésitez pas à me dire. Moi, je suis vraiment preneur de ce genre de remarques. Le point de départ de mon travail, pour bien comprendre ce qu'on va faire, c'est que moi, je pars du principe que les astrophysiciens, entre guillemets, ont fait le boulot au XXe siècle et même avant. Et tout ce qui concerne les fondements que pourrait avoir l'astrologie, moi je considère que c'est réglé. On n'en a pas trouvé physiquement, on a envisagé tout un tas de choses. J'ai un peu du mal à respirer parce que je suis debout, mais je vais essayer de pas trop marcher. Et sinon, le gros des critiques aussi, on est d'accord sur le fait que, d'un point de vue méthodologique, la pratique de l'astrologie ne correspond en rien aux critères d'une démarche de connaissance sérieuse telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Donc, je rentrerai pas là-dedans. Je considère que c'est acquis. Et puis, il y a la question de l'expérimentation, parce que quand bien même on n'aurait pas trouvé de fondement, les astrologues défendraient mal leur sujet, on en est maintenant, je crois, à 1 millier d'expérimentations sur l'astrologie, qui montrent vraiment que dans tous les sens, on peut tout tester, il y a rien qui marche. Donc voilà, donc là, est-ce que l'astrologie peut renvoyer quelque chose de vrai ou pas ? Moi, je vais considérer que non, c'est réglé. Et je vais vous parler donc de la technique. Les livres que j'ai mis là, en fait, c'est un ex-astrologue qui doit avoir 70 ou 80 ans maintenant, qui continue de collecter en fait tout ce qui se fait expérimentalement sur l'astrologie. Et donc, c'est compilé dans ses livres. La prochaine édition sort, je crois, au mois d'octobre. Et donc, il y a vraiment à peu près tout ce qui s'est fait depuis plus d'un siècle. Donc, c'est hyper technique, c'est vraiment pour les passionnés, mais c'est un peu la Bible expérimentale sur le sujet. En 2006, alors que j'étais à fond dans ma croyance, que je venais de passer mon master en histoire et philosophie des sciences, que j'avais traité de l'histoire de l'astronomie, des travaux de Kepler en particulier, j'étais très très conscient des fragilités de l'astrologie.
Et au lieu de revenir en me disant c'est des conneries, je me suis dit bon, maintenant j'ai les compétences pour la prouver. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment approfondir le truc. Mais je vous raconterai pas ça aujourd'hui. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que quand on s'intéresse à l'astrologie, qu'on va dans le détail, il y a des tas d'astrologies. Quand on dit l'astrologie, c'est un raccourci. C'est un raccourci donc que je vais utiliser moi aussi. Mais en fait, il y a des tas d'astrologies différentes. Et donc, quand on se retrouve là au milieu et qu'on se dit bon, comment on peut prouver qu'il y a quelque chose, une des premières questions qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une astrologie qui est meilleure qu'une autre? Et en fait, les astrologues n'ayant jamais de mécanisme physique à proposer, quand ils débattent entre eux, ce sont plutôt des débats qualitatifs. C'est-à-dire, regarde, surmonte le thème de Mitterrand, dans mon système, on voit bien que ceci, cela. Et l'autre en face qui dit, oui, mais dans mon système, on peut aussi interpréter que... Et en fait, on a des échanges comme ça d'argumentation qui sont très pauvres sur le plan des fondements, d'un point de vue épistémologique. Et moi, j'étais là au milieu et je me disais, comment je fais? Et le point commun que j'ai trouvé, tout simplement, entre toutes, c'est la question technique. Donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire la question du zodiaque, le mouvement des planètes. On prend un cercle, il y a des angles dedans. Et ça, en fait, c'est commun à tous les courants. C'est juste que chacun a des petites variantes, mais la nature elle-même, finalement, c'est la même. Donc, moi, je pense que ce qui m'a permis justement d'innover par rapport à ce qui se fait habituellement, c'est que je sais pas vous, mais moi quand je lis des traités qui critiquent l'astrologie, soit qui la présentent en l'analysant, notamment des historiens, ou des psychologues, ou des philosophes, moi j'ai l'impression que devant eux, ils ont comme une boîte noire. C'est-à-dire, ok, on va analyser ce que disent les astrologues, ce qu'ils produisent, les risques qu'ils prennent, les prédictions qu'ils font, etc. Et puis sinon, on va analyser les fondements qu'ils invoquent pour fonder leur discipline. Alors d'un point de vue métaphysique, on peut dire plein de choses. Mais moi, je trouve à peu près rien sur la pratique des astrologues. Moi, ça m'intéresserait qu'un historien me dise Kepler avait telle et telle pratique de l'astrologie. Et donc, en pratiquant comme ça, il arrivait à telle conclusion. Non, en fait, on nous parle des croyances de Kepler. On nous parle de ses textes. Mais il y a comme une boîte noire au milieu. Donc moi, c'est vraiment là-dedans que j'ai plongé. Et décortiquer la pratique de l'astrologie, c'est vraiment le cœur de mon travail. Et donc, on est dans la technique. Et la technique, vous allez voir donc, c'est utiliser des vieilles techniques de l'astronomie antique sur lesquelles on va plaquer des interprétations. Donc moi aujourd'hui, je vous parlerai pas des interprétations, ce sera vraiment dans la technique. Et ça, pour moi, ça relève de l'astronomie forcément. Donc quand les psychologues et les philosophes et les historiens s'intéressent à l'astrologie, ils ont souvent beaucoup de mal à cause de ça. Qu'est-ce que l'astrologie? Moi, je vous ai dit, j'ai dépassé un petit peu le paradoxe des astrologies différentes, en posant que la question technique me permettait en fait d'analyser toutes les astrologies. Parce que c'est juste que ils ont des cases de largeur différentes ou des angles différents, mais le principe c'est le même. Et vraiment le sentiment que j'avais il n'y a pas si longtemps et que j'ai encore, c'est que quand on voit les débats sur l'astrologie, souvent ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'arguments, on va dire d'arguments critiques. Et puis, il y a plein de réponses et d'autres arguments astrologiques. Et puis, c'est un peu le brouhaha général, chacun garde un peu ce qu'il veut, et machin, et trucs. Et moi, en fait, mon travail a consisté depuis une dizaine d'années à me dire, mais en fait, si on part du principe que le point commun, c'est la technique, c'est l'outil astrologique, dans ces cas-là, c'est lui, en fait, qui traverse le temps. Et puis, différentes astrologies arrivent et puis se collent un petit peu sur le système. Et puis, chacun projette ce qu'il veut dessus, ça marche. Et je pense qu'on peut vraiment approcher la critique de l'astrologie différemment en faisant comme ça, parce que ça revient à limiter les problématiques en disant, mais cet outil, donc quand je dis l'outil, c'est le zodiaque, les maisons, les aspects, tout ça. En fait, quels sont les fondements de ce système et comment on l'utilise? Et à partir de là, si on a une démarche de croyant, de défense de l'astrologie, on va chercher des fondements métaphysiques, des fondements mythologiques, parce que les fondements physiques, on voit que ça marche pas. Et dans l'utilisation, on va essayer de produire plein d'interprétations, et puis ça donne lieu à des milliers de pratiques différentes, traditionnelles. Alors si on a une approche plus sceptique, et moi j'ai envie de dire plus rigoureuse, on va plutôt se poser la question de, oui d'accord, le zodiaque, tout ça, mais physiquement c'est fondé sur quoi? Comment ça apparaît historiquement?
et quelle est la logique interne du truc, c'est-à-dire comment ça tient ou comment les choses sont liées entre elles. Et en termes d'utilisation, eh ben en fait, c'est chercher à rendre compte, moi c'est ce que je fais, des succès de l'astrologie. Et au lieu de se dire, si ça marche, entre guillemets, donc pendant une consultation, moi je pense par exemple qu'une consultation, et ça va à mon avis plus loin que l'astrologie, pour moi c'est une séance de brainstorming. C'est-à-dire, puisque les astres ne sont pas du tout connectés au réel, mais par contre, avec l'interprétation, ça permet une grande créativité. Moi, je pense que, en fait, quand on va voir l'astrologue, on attend juste qu'il nous donne une idée qu'on n'a pas eue. Alors, je schématise énormément, mais dans l'intention, ça peut expliquer, effectivement, que des fois, on est un peu ébloui par une idée qui sort de la bouche de l'astrologue, mais en fait, on est juste dans la créativité. Donc de temps en temps, effectivement, ça peut donner quelque chose, mais il n'y a pas besoin d'envisager que c'est vraiment l'astrologie qui est en cause. Ensuite, dans l'utilisation, est-ce que ça marche ou pas? On peut monter des protocoles expérimentaux. Je vous ai dit, on en a au moins 1 millier pour l'instant, et tout ce qu'on teste, ça marche pas. Et puis, on peut appliquer des questions, des probabilités dans la pratique, et ça permet de mettre en avant plein d'erreurs de la pratique. Donc, c'est pas du tout prévu que j'en parle aujourd'hui. Et en gros, entre l'approche croyance et l'approche un peu plus rationnelle, on va dire, d'un côté, on se demande pourquoi ça marche, littéralement, et on cherche la satisfaction de l'utilisation, donc soit du client, soit de soi-même. Et on se demande quelle est la meilleure astrologie, alors que du point de vue rationnel, ça marche, on comprend que, ok, ça peut satisfaire la personne, mais ça ne veut pas dire que c'est efficace. Si on organise des protocoles, ça ne marche pas systématiquement, en fait. Et on se pose vraiment des questions différentes. Donc pour moi, la question technique, elle est au centre de la pratique, et ça rejoint ce que je vous disais tout au début, c'est que c'est des questions, moi, que je ne trouve pas dans les textes des historiens, des psychologues, des sociologues. Les astronomes, eux, sont plus techniques, mais c'est normal. Et puis en plus, quand je pense que vraiment, finalement, on analyse le discours des astrologues pour comprendre l'astrologie, moi, je pense que l'astrologue est trompé par son propre système, qui est très complexe, et finalement, c'est peut-être l'astrologue qui est le moins bien placé pour en parler. Donc, comprendre l'astrologie par le biais du discours des astrologues, c'est peut-être une mauvaise idée. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup vous parler des signes et des constellations, ce qui va permettre de dire pourquoi moi, je pense que la critique de la 13e constellation, elle n'est pas bonne, que la précession des équinoxes, c'est un vrai problème, mais il ne faut pas dire n'importe quoi, vous verrez. Et puis, très souvent, on a des gens qui confondent le zodiaque des signes et des constellations, alors que rien que le fait de le dire, c'est qu'il y en a deux. Ça, on va en parler aussi. Et donc, j'ai envie de dire, je vais vous présenter un peu la technique astrologique pour les astronomes, parce que suite à ma conf, j'ai des astrophysiciens qui sont, j'en ai un ou deux avec qui j'ai discuté, qui avaient déjà donné des confs manifestement sur la critique de l'astrologie, et qui m'ont dit, mince, mais je ne pensais pas que le zodiaque c'était ça. Et j'étais à demi surpris, mais en fait, un astrophysicien aujourd'hui ne travaille plus avec les techniques anciennes, donc pour certains, il n'est pas familier de questions, vous allez voir, très très élémentaires. Ce que je vais vous raconter, c'est pas très compliqué. Il y a plein de choses, mais en soi, c'est pas très très compliqué. Donc pour vous donner une idée, pour bien mettre en contexte par rapport à l'image que vous avez forcément de l'astrologie aujourd'hui, si vous remontez jusqu'au début du XXe siècle à peu près, tous les astrologues travaillaient sur ce genre de choses. Donc ça, c'est Kepler qui avait monté son thème de naissance. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais poser la question, qu'est-ce qu'un signe astrologique ? On va donc comparer à une constellation. Et pour dire, donc normalement, vous avez l'habitude de ce genre de schéma. Vous en avez normalement déjà vu, où on voit ce qu'on appelle le zodiaque des signes, qui forme une couronne. Il y a les astres repérés à l'intérieur, etc. Mais en fait, avant le XXe siècle, on n'avait pas ces représentations. Alors, on pouvait avoir des zodiaques circulaires, parce que c'était des représentations un peu esthétiques, qu'on allait plaquer sur des murs ou des choses comme ça. Mais par contre, dans la pratique elle-même, les gens travaillaient sur la carte en carré qui est au-dessus. Techniquement, ce sont les maisons astrologiques qui sont représentées là-haut. Alors que dans le schéma qui est là en dessous, on peut à la fois mettre les signes, les maisons, et ce qu'on appellera les aspects, c'est-à-dire des angles entre les planètes. Donc je vais tout vous expliquer plus tard. Et donc la question que je vais poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la technique astrologique au XXe ou XXIe siècle ? Justement, c'est-à-dire d'où ça sort cette couronne et qu'en font les astrologues. Donc je vais essentiellement présenter comment on repère des astres en signes
en maison, et puis avec les aspects. Ce qui va peut-être paraître un tout petit peu nouveau dans ce que je fais, c'est que toutes les critiques qu'on connaît, ce sont des critiques qui sont faites depuis que l'astrologie utilise abondamment les signes astrologiques. Et ça, c'est l'astrologie du XXe siècle. Ce qui fait qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, la critique actuelle est très locale à l'échelle historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les signes dans la vie, il y a beaucoup d'autres choses en astrologie. Et donc, moi, je vais vous donner une vision un petit peu plus large. Encore une fois, sans chercher à défendre l'astrologie, c'est pas la question. Pour avoir un bon bilan, je pense, des critiques des astronomes, vous avez ce livre qui est paru en 2005. Ce sont les astrophysiciens Kuhn et Zarka qui l'ont publié. Et ils ont même fait une mise à jour qui s'appelle « L'astrologie est-elle une imposture ?» en 2018. Donc là, vous avez vraiment les critiques classiques d'un astronome face à l'astrologie. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce que je vous présente aujourd'hui, c'est que quand vous discutez avec des astrologues, et moi d'ailleurs, quand j'y croyais, j'étais vraiment là-dedans, je me disais, mais avec les signes et les constellations, ils racontent n'importe quoi. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Et je me disais, donc, ils connaissent pas le sujet. Et ça me permettait simplement, à cause d'une ou deux critiques, de rejeter des dizaines d'autres critiques qui sont au contraire très valables. C'est pour ça que je me dis, pour moi, ça serait intéressant qu'on enlève ces deux critiques-là, parce que c'est en général celles qu'on donne en premier, et c'est de fait ce qui permet aux astrologues de s'en sortir un petit peu en laissant croire que la critique s'arrête là, alors qu'en fait, bien sûr, elle s'arrête pas là. Donc, si on revient un petit peu au début de l'histoire de l'astronomie, donc là, j'ai vraiment fait un découpage à la hache. Nous sommes évidemment ici. On va remonter très loin dans le temps, donc on va aller bien au-delà de l'astronomie arabe. Et donc, on a l'astronomie grecque qui est autour du début de notre ère. Et le problème, c'est que dans la plupart des livres qui vous racontent l'histoire de l'astronomie, l'histoire de l'astronomie commence là. Alors des fois, au début, on vous dit « Oui, mais les Mésopotamiens avaient beaucoup travaillé sur l'Antiquité, c'était d'extraordinaires observateurs, mais on ne va pas en parler. » Alors que l'astronomie mésopotamienne, elle commence au moins là, et en fait un peu avant. Et donc, il y a plus d'un millier d'années d'astronomie mésopotamienne avant le début de l'astronomie en Grèce. Et même pendant un temps, donc, elles vont être contemporaines. Et donc, si on remonte aux premières civilisations, qui s'intéressaient donc au ciel, qui ont laissé des traces, en fait, vous voyez pas quand c'est en rouge. Bon. En fait, toutes ces astronomies sont des astronomies qui existent avant qu'on découvre la ligne écliptique. La ligne écliptique, c'est la ligne qui est suivie par le Soleil toute l'année, qui est la base de pas mal de nos repérages actuellement et des astrologues. Mais cette ligne écliptique, elle a été découverte assez tard en fait, en Mésopotamie. C'était à peu près au 8e siècle avant notre ère. Et en Grèce, ça sera encore bien après qu'elle sera utilisée. Donc les premières civilisations repèrent les astres en regardant comme ça dans le ciel. Chaque civilisation a ses constellations. Donc c'est des constellations qui varient de l'une à l'autre. Elles ne sont pas toujours celles qu'on connaît nous. Et ce que toutes les civilisations ont remarqué, c'est que donc le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en fait, il se lève pas tout le temps à l'est. Il se lève à l'est aux équinoxes, et sinon, il passe son temps à se lever de plus en plus en direction du sud, jusqu'au solstice d'hiver, et après il remonte, et puis il se lève de plus en plus au nord, jusqu'au solstice d'été, etc. Et donc, il se trouve que les planètes aussi font ça, et elles se lèvent grosso modo dans cette bande. C'est pour ça que très souvent, les traces qu'on a des anciennes civilisations, ce sont des interprétations, notamment on pense aux mégalithes, qui permettent de repérer, en pointant l'est et la bande à l'est, les levées des astres toute l'année. Donc en Mésopotamie, on a beaucoup de traces de ça, et notamment pendant près d'un millénaire, ils vont perfectionner la chose, vraiment guetter comment se lèvent les astres à cet endroit-là, et ils vont même appeler cette zone l'enclos. L'enclos, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'animaux, donc c'était quelque chose qui était parlant. Et en fait, c'est un repérage en astronomie qu'on qualifie d'équatorial, puisque en fait, par le point, on va dire, où se lève le Soleil à l'équinoxe, on peut tracer une ligne imaginaire qui est parallèle à l'équateur céleste.
Et donc, de fait, le Soleil, là, se lève parallèlement, là aussi, et donc tous les astres se lèvent parallèlement à cette ligne. Or, il faut savoir que l'angle par rapport au sol, à l'horizon, est par exemple de 58 degrés pour Babylone, mais en fait, il est égal au complémentaire de la latitude du lieu sur Terre. Concrètement, on a 58 degrés pour Babylone, donc Babylone doit être située à 32 degrés de latitude nord par rapport à l'équateur, donc sur la Terre, ce qui fait que les astres se lèvent avec cet angle. Donc du côté de la France, on est aux alentours de 45 degrés de latitude, donc nous les astres se lèvent un peu moins vers la verticale, j'ai envie de dire, et au plus vous vous rapprochez de l'équateur, et au plus ils se lèvent perpendiculairement à l'horizon. Ce qui veut dire que les civilisations ne voient pas, entre guillemets, le même ciel, en tout cas pas le même défilé, même si dans les constellations, c'est la même chose. Pour vous dire aussi, au fil de l'année, les étoiles se lèvent toujours au même endroit. C'est-à-dire que si une étoile, par exemple là, du Taureau, se lève ici, elle se lèvera tout le temps ici. Elle se lèvera jamais ici, jamais là. Les étoiles, elles, vont rester fixes. Elles vont pas se déplacer sur la bande, sur l'enclos, comme se déplacent les levées des planètes et du Soleil. Ce qui veut dire que quand on observait les levées du Soleil, on pouvait observer le déplacement du Soleil dans des constellations, simplement en suivant laquelle était en train de se lever au moment où se levait le Soleil. Il ne faut pas limiter seulement l'astronomie à lever la tête et regarder le ciel. Il y a beaucoup de choses à observer sur l'horizon, en fait. Et les premières astronomies, c'est comme ça que ça se passe. Dans mon premier livre, j'ai, entre guillemets, modélisé ça. C'est vraiment un grand mot. En fait, si vous prenez donc l'enclos et que vous le transposez ici, vous pouvez vous dire que c'est l'horizon est. Donc là, le sud-est, là, le nord-est. Là, c'est la même chose. Et là, en fait, j'ai simulé les positions des levées des planètes et du Soleil et de la Lune au fil de l'année, au fil du temps. Donc, si vous voulez, elles peuvent être n'importe où dans cet espace. Et là, j'ai mis le Soleil et la Lune ici parce qu'à cause de la Lune, on ne voit plus rien. Donc, je l'ai mise séparément. Mais c'est pour vous dire qu'il y a à peu près, si on veut faire un repérage, il y a à peu près, au moins à Babylone, 55 degrés de large. Donc il faut repérer les astres sur une bande de 55 degrés. Ce qui est quand même très large. Et donc, au 8e siècle avant notre ère, alors je ne sais pas si on connaît les raisons de ça, mais on a des traces des premières observations systématiques qui ont lieu en Mésopotamie. Donc systématique, ça veut dire que pendant quelques dizaines d'années, ils vont noter les positions des levées des astres en constellation, notamment, je crois, tous les jours. Et ça a deux incidences. La première, c'est qu'ils vont vraiment se rendre compte que finalement, les mouvements des astres sont assez prévisibles. Les mouvements des astres errants, des planètes et tout ça. Aujourd'hui, ça peut vraiment surprendre, parce que pour nous, c'est évident que les mouvements sont prévisibles. Mais à l'époque, on pense que les astres, soit ce sont des dieux, soit ce sont les messagers des dieux, qui ont donc des messages à faire passer aux hommes. S'ils font passer des messages aux hommes, c'est parce qu'ils réagissent aux événements en cours. Donc, il n'y a pas de raison que les mouvements soient prévisibles. Ils vont dépendre, en fait, de ce qui se passe en bas. Et on est vraiment dans un autre monde, d'un point de vue conceptuel. Et avec ces observations, on va se rendre compte que les planètes reviennent à peu près au même endroit très régulièrement, et que finalement, il devient possible de prévoir, en fait, leur mouvement. Donc, ça va changer déjà des conceptions. Et bon, je vais un petit peu vite, mais c'est à ce moment-là, justement, qu'on va déterminer précisément le parcours du Soleil, qui est un astre parmi d'autres, et qu'on va définir ce qu'on appelle la ligne écliptique. Donc c'est quelque chose qui marque un tournant dans l'histoire de l'astronomie, parce que à partir de ce moment-là, au lieu de repérer les astres par rapport à l'endroit où ils se lèvent sur l'horizon, sur une bande de plus de 50 degrés, et en fait, on va commencer à les repérer par rapport à la ligne que parcourt le Soleil. Parce que finalement, les planètes semblent pas trop s'en éloigner.
Et si on fait la même simulation par rapport, cette fois-ci, à la ligne écliptique, donc concrètement, la ligne écliptique est au milieu, là, et qu'on regarde où sont les planètes, le Soleil est là, les planètes et la Lune, donc toujours les astres visibles à l'œil nu. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple, et surtout, la bande, elle est beaucoup, beaucoup moins large. Elle va faire 17 degrés seulement de large. Donc là, ça devient vraiment intéressant pour repérer les mouvements des astres, et très pratique aussi. Et la question, c'est pourquoi 17 degrés de large ? Tout simplement parce que quand on regarde, on voit qu'il y a des astres qui s'éloignent plus que d'autres de l'écliptique. Donc là, c'est un petit peu violet. Et cet astre-là, c'est Vénus. Donc Vénus, en gros, s'éloigne jusqu'à 8,5 degrés de l'écliptique. Donc si on se dit, tiens, on voudrait circonscrire tous ces mouvements, il suffit de tracer une ligne parallèle à l'écliptique d'un côté, une ligne de l'autre, et on a ce qu'on appelle la bande zodiacale, qui fait donc 17 degrés de large, à cause simplement de l'écart de Vénus à l'écliptique vu de la Terre. Et c'est juste ça. C'est juste du repérage, en fait. J'ai oublié de parler de ce que j'avais écrit avant. J'insiste sur le fait que ça s'est fait dans un ciel différent du nôtre. Les constellations n'étaient pas les mêmes. En Mésopotamie, il y avait déjà certaines constellations, comme le Scorpion, par exemple. Je crois qu'ils avaient aussi le Taureau, ils avaient un certain nombre de constellations, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas les bonnes. Si on remonte 1000 ans avant notre ère, il semble qu'il y a une vingtaine de constellations sur ce qu'ils appellent le chemin de la Lune et du Soleil. On n'a pas 12 constellations à ce moment-là. Donc la ligne écliptique et ce qu'on appelle la bande zodiacale, ça s'est formé dans un ciel où il n'y avait pas les 12 constellations qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'on observe, c'est que en 5 siècles, en gros entre moins 1000 et moins 500, le nombre de constellations va réduire autour de la ligne écliptique. Donc là, il n'y a pas assez de documents là-dessus, ou j'en ai pas trouvé assez, mais il semble que les nouvelles découvertes vont contraindre en fait les repérages dans le ciel, et on va arriver à peu près à 12 constellations au 6e, 5e siècle de notre ère. Donc ça change un petit peu de ce qu'on dit habituellement dans les présentations. Mais ça, c'est les travaux des historiens de l'Antiquité. Et le pire, c'est que ça date du milieu du XXe siècle, donc c'est pas récent. Donc tout ça, je rebondis sur ce que j'ai dit avant, c'était avant la Grèce. Quand on arrive en Grèce, on arrive sur le terrain des géomètres, des mathématiciens grecs, et on trouve assez tôt, à partir du IVe siècle, en tout cas c'est les plus anciennes traces, mais ils ont sûrement des choses un peu avant. Mais par contre, vous voyez là, on est au IVe siècle de notre ère, donc on est bien après ce que je vous ai raconté. Et on a par exemple un livre, c'est la première trace, d'un auteur qui s'appelle Autolycos de Pitane, et qui explique que la sphère des fixes, donc il conçoit en fait que toutes les étoiles sont sur une sphère, qu'on va appeler plus tard la sphère des fixes, qui apparaît différente suivant les lieux où l'on observe, donc sur Terre. Si on imagine être au pôle, parce que je pense pas qu'ils y soient allés, en fait, si vous êtes au pôle nord, on va dire, vous êtes sous la polaire, et donc le ciel semble tourner autour de la polaire, mais réellement, c'est-à-dire que même à l'horizon, les étoiles vont tourner parallèlement à l'horizon. Et puis donc, en gros, il dit, si on est à l'équateur, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le contraire. Si on est à l'équateur, je vais me mettre comme ça, si j'ai la polaire qui est donc à ce moment-là quasiment à l'horizon, les étoiles vont se lever perpendiculairement à l'horizon. Et comme il dit, entre les deux, les levées vont être obliques. Et donc on retrouvera ces choses-là dans les traités d'Euclide, notamment le traité, je crois que c'est des phénomènes. Et lui, il ira plus loin, où il essaiera d'expliquer la chose géométriquement, en disant qu'on comprend bien les choses si on considère que les étoiles sont très très éloignées, et que la Terre est réductible à un point de l'espace, carrément. Et en fait, la meilleure façon d'expliquer les choses, c'est vraiment que toutes les étoiles sont sur une seule sphère, qui tourne très régulièrement, en 24 heures. Et puis bon, il donne plusieurs arguments, notamment le fait que si on repère les astres dans le zodiaque, en général, quand il y en a un qui se couche, celui d'en face va se lever alors qu'il est à l'opposition. Donc ça incite à penser qu'il y a une sphère qui tourne autour de nous.
Ce qui fait que, je dirais, à partir de ces périodes-là, en tout cas pour ce qui est de l'astronomie grecque, on va vraiment s'habituer à l'idée qu'on a donc une sphère qui ceinture le cosmos. On a plein d'étoiles de partout qui sont regroupées en constellations. Et puis on a une ligne là, qui est parcourue par le Soleil, qui traverse certaines constellations. Et là on verra qu'il y en a 13. Et donc les planètes et la Lune ne s'en éloignent jamais beaucoup. Et ça va vraiment donner lieu à plein de réflexions, de savoir pourquoi et le comment. Je voulais rappeler rapidement qu'une constellation, justement là où il se trompait, ce n'est pas un groupement d'étoiles au sens propre du terme. Moi, chez les astrologues, souvent j'entendais ça. Des constellations, c'est des groupes d'étoiles au sens propre du terme, comme si c'était des étoiles qui étaient proches les unes des autres. Donc c'est absolument pas le cas. Par exemple, j'ai trouvé ça qui est très très bien. La constellation d'Orion, donc que nous on voit comme ça, en fait elle est constituée de plein d'étoiles, donc qui vue de la Terre donne en fait cette forme sur le fond du ciel, parce qu'on n'a pas la perspective, le ciel est noir, mais en fait si on regarde les distances en années-lumière, la plus proche elle est à peu près à 200 années-lumière, et la plus lointaine elle est à plus de 1300 années-lumière. Donc c'est des distances qui sont gigantesques, et vraiment une constellation c'est entre guillemets un pictogramme. C'est un dessin imaginaire, mais en fait, c'est pas du tout un groupe d'étoiles. Et donc j'ai pris celle-là aussi. Donc ça, c'est pour la grande ours, c'est la même idée. Mais si vous voyez, c'est représenté sur une forme qui est un peu courbée et qui, en fait, est représentée façon sphère céleste. Donc sur une sphère céleste, on aurait la même chose, mais un peu courbée. Ça va être important pour nous. Donc tout ce que je viens de vous raconter, on est avant la création du zodiaque des signes astrologiques. Et puis, pareil, ce que je viens de vous raconter, ça ne dépend que des mouvements des astres errants. Les étoiles, dans tout ça, on s'en sert pas vraiment. Donc on est en train de développer les bases d'un zodiaque qui n'est pas lié en fait aux étoiles. Donc si maintenant je déplie la sphère des fixes que je vous ai montré avec la ligne écliptique, et sur les constellations actuelles, ça donne ce genre de choses. Donc si vous avez une sphère, vous la dépliez, et puis ça va donner une sinusoïde. Sur les constellations d'aujourd'hui, voilà. Donc la ligne écliptique les traverse, et ce qu'il faut voir, c'est que toutes les constellations ne sont pas centrées sur la ligne écliptique. Là, on a le Serpentaire qui vient couper aussi la ligne. Si maintenant on fait apparaître la largeur, donc pour la bande zodiacale, en fait, ça revient à tracer donc la parallèle en dessus et en dessous. Et puis là, j'ai déjà mis les coupures qu'on va avoir pour les 12 signes astrologiques. Et donc, on voit notamment que les signes et les constellations ne se recouvrent pas intégralement. Là, par exemple, on a des gros morceaux du bélier qui sortent du zodiaque des signes, enfin, plutôt le zodiaque des signes qui déborde du bélier, le bélier déborde en haut, les poissons, l'essentiel du scorpion est en dessous, enfin... Vraiment, les signes et les constellations, ce sont deux repérages différents. Donc ça, c'est la même image. Et si j'enlève donc les constellations derrière, on a vraiment la bande zodiacale des 12 signes astrologiques, qui est donc quelque chose de géométrique. Si on veut se poser la question de la nature du zodiaque des signes, c'est géométrique. Donc si vous voulez vous représenter la bande zodiacale, vous imaginez une bande qui est autour de la Terre, et donc qui est centrée sur la ligne écliptique, j'insiste, pour moi la ligne écliptique c'est le squelette du zodiaque des signes, et donc elle a 17 degrés de large. Donc techniquement, repérer la position des astres dans le zodiaque, ça va vouloir dire chercher où ils sont dans ces rectangles. Si on représente ça en 3D, la sphère céleste, avec la bande zodiacale, et vous pouvez représenter ça aussi de manière, j'ai envie de dire, temporelle. C'est-à-dire que si vous vous représentez ça de cette manière-là, en fait, les astres avancent dans la bande. Voilà. Puis quand ils arrivent à la fin, ils recommencent, etc. Mais en fait, on parle de cette bande-là. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ici on a l'équateur céleste, donc au milieu de la sphère céleste, et la ligne écliptique est là. Donc la ligne écliptique a un angle de 23,26 degrés à peu près par rapport à la bande équatoriale. Donc j'insiste sur le fait que le zodiaque des signes, c'est pour repérer les astres errants visibles à l'œil nu.
Et qu'est-ce qu'un signe astrologique? C'est vraiment un rectangle sphérique, et qui est complètement arbitraire. Les astrologues n'ont aucune raison à donner sur pourquoi il y en a 12 ou ce genre de choses. Et j'avoue que chez les historiens, je n'ai pas trouvé pour l'instant l'explication de ce nombre 12. Donc on pense toujours à la lunaison, puisqu'il y a 12 ou 13 lunaisons par an, mais il n'y a pas vraiment d'explication, ou alors c'est difficile à trouver. Concrètement, si vous avez une planète ou une étoile qui est dans la bande, qui se trouve à cet endroit-là, qu'est-ce que ça veut dire repérer dans le zodiaque? En fait, ça veut juste dire donner une abscisse et une ordonnée. Donc sur une sphère, en fait, vous pouvez toujours repérer un point, simplement avec une abscisse, une ordonnée. Donc il suffit de prendre un grand cercle, par exemple là donc l'écliptique, et puis n'importe où que vous soyez, vous pouvez toujours suivre la ligne écliptique. Donc ça donnera l'abscisse. Et puis est-ce qu'il va être en dessus, est-ce qu'il va être en dessous? En tout cas pour les planètes, la Lune, ça sera toujours dans la bande. Donc dire qu'un astre est à, je vais dire à peu près 20-22 degrés du Bélier, ici ça veut dire que si on part du point de départ du zodiaque, qui est ce qu'on appelle le point vernal, c'est-à-dire l'intersection de l'équateur et de l'écliptique, vous comptez 26 degrés, et puis ça y est, vous êtes en dessous ou en dessus de l'astre. S'il est à, 192 degrés, par exemple, de longitude, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 signes qui font chacun 30 degrés, 180. Qu'est-ce que j'ai dit? 192, on rajoute 12 degrés. Donc l'astre sera par ici, dans la balance. Et c'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre. Donc réellement, j'insiste là-dessus. Qu'est-ce qu'un signe astrologique? C'est simplement un ensemble de directions. Ce ne sont que des angles en fait. Il n'y a rien de matériel. Réellement, quand on voit un des rectangles sphériques, donc des signes, les bordures ne sont définies que par des directions qu'on a définies géométriquement. Donc vous voyez, c'est un peu une différence avec les constellations qui, elles, sont des dessins qui relient réellement des astres que l'on voit. Alors que pour le signe, c'est vraiment un rectangle qui est défini théoriquement et qui est plus ou moins sur une constellation. Et donc en astrologie en général, on ne va parler que de ça. Il va y avoir que des angles. On verra plus tard que même les astres sont réduits en fait à des points géométriques. Donc des fois vous entendrez dire avec un peu de, je ne sais pas quel terme employer, je vais dire condescendance, que de l'astrologie c'est un peu de la vacuologie. Ça sous-entend en fait que c'est fondé sur du vide. Donc il y a certains sceptiques qui l'expriment comme ça. J'évite de le faire, mais ça veut juste dire vraiment que la technique astrologique c'est purement virtuel. Il n'y a rien de physique là-dedans. Alors quel est l'intérêt de ce genre de repérage? C'est que, vous allez voir, c'est très simple en fait. Alors pareil, sans transition avec les constellations d'aujourd'hui, là j'ai représenté une rétrogradation de Vénus, et je l'ai représenté dans les signes astrologiques à droite, et sur les constellations telles qu'elles sont définies aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 1930. Donc là on n'est pas dans l'Antiquité. Donc si on suit le départ de Vénus, ici on est au 9 juin 2015, on voit qu'elle est dans la constellation du Cancer, je sais pas, vous n'êtes pas arrivé à le lire, et donc elle avance, elle va passer dans la constellation du Lion, elle ralentit, elle commence à changer de sens, elle recule, elle traverse rapidement le sextant, l'hydre femelle, elle revient en Cancer, et puis elle repart en Lion. Si on la suit maintenant dans les signes astrologiques, elle part du signe du Lion, qui est donc décalé par rapport aux constellations, elle ralentit, elle s'arrête en Vierge, elle repart en Lion, elle repart en Vierge. Donc techniquement c'est très très simple. C'est pour ça que le repérage avait été créé dans l'Antiquité. C'était assez simple comme ça pour savoir où étaient les planètes et prévoir leur mouvement. Un autre exemple aussi, pour dire en quoi le repérage en signe est plus simple, en tout cas pour des choses élémentaires comme celle-là, c'est que si on prend simplement un bout de trajet de la Lune, un jour quelconque, je ne sais plus quand c'est, en 2015, donc là, ce qu'on a en rouge, j'en parlerai plus loin, c'est les constellations telles qu'on les définit aujourd'hui. Ce que vous avez en bleu, c'est les dessins, les astérismes dont on a l'habitude. Et si on suit le trajet de la Lune, on se rend compte en constellation qu'elle est en 1 dans le Capricorne,
elle passe rapidement dans le Verseau, elle revient dans le Capricorne, elle passe dans le Verseau, elle passe dans le Poisson, elle passe dans la Baleine, elle passe dans le Poisson, elle passe dans la Baleine, elle passe dans le Taureau, et non, dans le Bélier, pardon, et après elle doit passer dans le Taureau. Alors que si on fait en signe, ben, elle est dans le signe du Verseau, après elle fait Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc c'est vraiment très très simple et très pratique d'utilisation pour vraiment des repérages élémentaires. Le problème, depuis l'Antiquité, c'est que donc les systèmes ont tenté de prévoir les mouvements des astres, mais autant ils arrivaient assez bien à prévoir les avancées en longitude, ou les reculs, autant ils avaient beaucoup de mal à prévoir les écarts. Ici, par exemple, on voit que Vénus n'est pas sur la ligne rouge, sur la ligne écliptique. Au début, elle est en dessus, après elle va passer en dessous, elle va ralentir, elle va revenir, elle va remonter, et puis, comment est-ce qu'on prévoit ces écarts en latitude écliptique? Et ça, vraiment, les systèmes antiques se sont tirés les cheveux, et ont assez échoué d'ailleurs à les prévoir, ou plus exactement, ils arrivaient bien à les prévoir sur des périodes assez courtes, quelques dizaines d'années, voire quelques siècles, mais après ça se décalait. Donc il fallait régulièrement créer de nouvelles tables, ce qu'on appelle des éphémérides, et remettre un peu les tables à jour, ce qui fait que régulièrement on voyait que de toute façon ça posait des problèmes. Et c'est Kepler en 1609, une fois qu'il aura compris que les planètes, qu'il aura développé ces deux premières lois, saura prévoir justement ces écarts et fera vraiment encore avancer l'astronomie. Le problème, c'est que les astrologues, la grande majorité, en sont restés à la technique d'avant. C'est-à-dire qu'ils continuent aujourd'hui à ne tenir compte que des positions en longitude, c'est-à-dire la position le long de la ligne écliptique. Et ça amène des problèmes. C'est peut-être un petit peu tôt, ça. Bon, tant pis. Bon, je vais vous parler de ça rapidement. Bon, tant pis. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Si maintenant, donc, là, je vous ai parlé des signes, j'aimerais vous parler rapidement donc des constellations. Parce que le problème de la critique, notamment de la 13e constellation, c'est qu'elle est dans le système de repérage actuel. Or, c'est assez dingue, mais en fait, on a délimité les constellations précisément seulement depuis 1930. C'est très très récent. Avant, il n'y avait pas de limite précise entre les constellations. Et donc, forcément, pour la critique, est-ce que la critique se posait de la même manière ou pas? C'est ça qui n'est pas évident. Depuis, comment ça a commencé cette histoire? En fait, en tout cas pour les représentations, on a à partir du XVIIe siècle quelques très beaux catalogues célestes qui sont publiés, qui permettent de repérer toutes les étoiles, avec toute la mythologie associée, etc. Donc là, par exemple, on a un exemple d'Evelus, et donc ils vont se multiplier. Et le problème, c'est qu'en fait, ils sont pas toujours, d'accord entre eux. Un autre problème, quand même, à partir du début du XVIIe siècle, c'est qu'on invente la lunette astronomique, et puis après le télescope. Et tout à coup, il y a énormément d'étoiles en plus dans le ciel, qu'il va falloir donc placer sur les catalogues. Et donc, il y en a plein de par le monde qui vont observer, découvrir entre guillemets de nouvelles étoiles, les noter. Et donc, on a plein de catalogues qui apparaissent et ils sont pas harmonisés. Donc des fois, il y en a qui vont placer une étoile dans une constellation, alors dans un autre catalogue, elle va être placée dans une autre. Donc ça fait un peu désordre tout ça. Et jusqu'à ce que dans l'hémisphère sud, alors je ne sais plus qui l'avait fait, mais donc un astronome avait justement harmonisé les catalogues pour l'hémisphère sud. Donc là, réellement, il n'y avait plus d'étoiles dans deux constellations différentes. Parmi les catalogues, il y avait même des constellations qui étaient dans certains catalogues et qui n'existaient pas dans d'autres, parce que c'est l'auteur qui avait inventé une constellation. Donc, dans les années 20, on crée l'Union astronomique internationale, et si je ne me trompe pas, la première raison, c'est pour harmoniser ces catalogues. Et donc, c'est le Belge Eugène Delporte qui va s'y coller, et qui va donner son résultat en 1930, et c'est pour ça qu'on dit que c'est depuis 1930 que les constellations sont posées. Donc il présente un peu ses schémas et un tout petit peu son travail dans ce livre, qui s'appelle « Délimitation scientifique des constellations ». Et donc c'est marrant de voir un petit peu ce qui s'est passé.
Donc, un peu comme je vous l'ai dit, le premier problème, ça va être de régler le problème de nom d'étoiles, qui sont un coup dans une constellation, un coup dans une autre, selon les catalogues. Donc il y a certaines étoiles qui ont changé de nom, et puis, mais en général, il essaye vraiment de les garder, ce qui va l'obliger à faire des tours et des contours d'étoiles pour générer les formes des constellations. Concrètement, ici par exemple, donc ça c'est un schéma de son livre. Vous voyez la constellation des Poissons, on s'attendrait à des formes entre guillemets un peu naturelles, et puis on voit qu'elle fait clac, 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 clac. Et donc je vous ai pris quelques exemples en fait. Par exemple, cette étoile a été classée dans le Poisson, donc il a fallu faire passer la ligne là, juste au-dessus de celle-ci qui avait été classée dans la Baleine, donc ça allait. Là, il a dû tourner juste avant celle-là, et pour passer juste à droite de celle-ci, et donc ça donne des formes bizarres des constellations qu'on connaît. Si vous vous êtes déjà dit, mais qu'est-ce que c'est que ces formes étranges? Eh ben, on a vraiment ça. Donc en fait, on voit bien là qu'il passe entre certaines étoiles, et c'est juste pour qu'on puisse harmoniser vraiment tous les catalogues. Donc, quand je vous disais les formes bizarres, l'image que j'ai mise tout à l'heure, vous voyez les formes des constellations, enfin, c'est vraiment donc des virages qu'il a fait pour passer entre les étoiles et regrouper les bonnes étoiles dans entre guillemets, les bonnes constellations. Et mais en fait, ces formes, elles sont bizarres, mais elles sortent pas de nulle part. Et en fait, je vous ai dit qu'on pouvait repérer sur la sphère céleste n'importe quel astre à l'aide de 2 coordonnées, abscisses ordonnées. On peut le faire sur le cercle écliptique et puis en dessus et en dessous, les latitudes. Mais on peut faire la même chose avec l'équateur. Si on prend l'équateur céleste, on peut faire la même chose avec ce qu'on appelle la déclinaison. Et donc, vous voyez, là j'ai plaqué sur l'image la grille équatoriale, c'est-à-dire simplement l'équateur qui est là, et puis après tous les parallèles à l'équateur qui permettent de se repérer. Et là on voit très bien que toutes les lignes en fait sont parallèles, parallèles de l'équateur. Et dans l'autre sens, en fait, toutes celles qui sont perpendiculaires, elles suivent simplement les perpendiculaires à l'équateur céleste. Donc il a juste fait ça avec le repérage équatorial. Et donc c'est pour cette raison qu'on avait les formes que je vous ai présentées tout à l'heure, donc qui sont bien les constellations d'aujourd'hui, telles qu'elles ont été donc délimitées en 1930 à suite au travail d'Eugène Delporte. Et donc j'insiste là-dessus, c'est très important. Vraiment, on a ici 2 systèmes de repérage différents. Le zodiaque des signes est fondé sur les mouvements apparents des astres errants vus depuis la Terre. Alors vous voyez, les constellations de Delporte sont délimitées par les noms des étoiles donnés par les uns et les autres depuis qu'on a découvert les lunettes. Donc c'est vraiment 2 repérages de nature différente. Donc le fait qu'ils ne se recoupent pas intégralement, c'est juste normal en fait. Et donc qu'est-ce qu'une constellation aujourd'hui? C'est vrai que quand on en parle comme ça, on voit juste ce qu'on appelle l'astérisme. Mais officiellement, une constellation aujourd'hui, c'est une surface, on va dire. Alors c'est abstrait évidemment, mais ce qu'il y a en bleu, le dessin, ça c'est les Gémeaux, c'est ce qu'on appelle l'astérisme. Et donc, puisqu'on a bien 2 zodiaques, maintenant vous voyez pourquoi, en fait on peut un peu comparer l'un à l'autre et se rendre compte, vous voyez les parties rouges par exemple, ce sont des parties de constellations sur le zodiaque des signes, mais qui sont une 13e, une 14e, une 15e constellation qui vient un petit peu mordre sur la bande zodiacale. Et ça, donc, Delporte a fait des choix aussi. Donc, quand vous entendez que les signes, de toute façon, ce sont des constellations, puis ça permet de lancer les critiques sur l'astrologie, celle-là, moi je pense qu'il vaut mieux l'éviter. D'ailleurs, quand on admet qu'on a 2 repérages différents, la question de l'étendue des constellations, la profondeur des constellations, que les étoiles ne sont pas à côté les unes des autres, etc., c'est très vrai, mais en termes de repérage, ça n'a pas d'incidence. À moins de bien rappeler à l'astrologue que son astrologie est déconnectée du monde réel. Ça par contre, c'est vrai. Et donc, si je vous parle de la 13e constellation,
Ici, vous avez les représentations du Serpentaire dans quelques catalogues célestes. Et on reproche souvent aux astrologues d'utiliser 12 signes, alors qu'il y a quand même 13 constellations qui sont traversées par le Soleil. Et en fait, sur les catalogues, il y a quelque chose d'intéressant à voir. Donc, si on prend un peu dans l'ordre, on a Bayer en 1603, on voit bien que le Serpentaire, en fait, vraiment marche sur l'écliptique et puis même le traverse. Donc, effectivement, cette constellation traverse vraiment l'écliptique. Et puis, sur les 4 autres, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait de voir que le Serpentaire, en fait, il recouvre une partie du Scorpion. Et ça, c'est vraiment sur toutes les représentations. Donc, comment ça se fait que le Serpentaire recouvre comme ça le Scorpion, alors qu'on est censé repérer les mouvements des astres et tout ça? En fait, moi, ce que je vous ai raconté au début, ça se passait en Mésopotamie, et il n'y a pas de Serpentaire en Mésopotamie. Donc ça, c'est un autre problème quand on invoque la question de la 13e constellation, c'est que, en fait, si on a 2 repérages différents, et d'origines différentes, en fait, le zodiaque des signes est arrivé en Grèce, et donc les Grecs l'ont récupéré, mais ils ont gardé le repérage géométrique pour repérer les mouvements des astres, c'est tellement pratique, mais le bestiaire des constellations grecques comportait le Serpentaire. Et donc finalement, est-ce que les astrologues ont oublié un 13e signe? Si on parle de 2 repérages différents, il n'y a pas vraiment d'oubli, il y a plutôt une coexistence. Donc si on représente clairement la 13e constellation, donc voilà, le Serpentaire, et en dessous le Scorpion, donc tels qu'ils ont été délimités par Delporte, donc c'est très récent, 1930, on voit que le Soleil va passer sur la ligne écliptique ici. C'est pourquoi vous verrez que vous pourrez lire que le Soleil ne traverse le Scorpion, je crois, que pendant 8 jours, alors qu'il va mettre beaucoup plus de temps à traverser le Serpentaire. C'est vrai, ça pourrait être un problème, mais je veux dire, si Delporte avait fait passer sa limite là, par exemple, dans ces cas-là, le Soleil passerait plus de temps dans le Scorpion. Donc c'est vraiment un argument qui pour moi est limite. Et si on représente le signe du zodiaque qui est dessus à ce moment-là, donc aujourd'hui c'est le Sagittaire, parce qu'il y a un décalage qui s'opère inexorablement, on va dire, et donc ça donne cette représentation. Donc vous vous rappelez, on a vu que dans l'exemple que j'ai donné, Vénus rétrogradait notamment en passant par le sextant et en passant par l'hydre femelle. Mais ces constellations, elles ne sont pas dans le zodiaque des constellations. Et en fait, si on regarde, vous pouvez faire ça avec n'importe quel logiciel, moi c'est en 2011 que je me suis rendu compte, la Lune traverse Orion très régulièrement, mais Orion non plus n'est pas dans le zodiaque des constellations. Ici, juste pour rigoler, donc j'ai une demi-heure d'avance, j'ai regardé où est Jupiter aujourd'hui. Vous ne voyez rien, c'est dommage. Donc là, vous voyez, on est le 12 août, j'ai pointé à 11h, donc je suis un peu en avance. Et en fait, ici, vous avez la constellation de la Baleine, qui est juste en dessous de la constellation des Poissons. Et en ce moment, là, Jupiter est en Baleine. Et la Baleine n'est pas dans le zodiaque des constellations. Et si on attend 3 jours, on a la Lune qui va passer aussi en Baleine. Donc ça, vous pouvez vérifier par vous-même. Et donc, une autre manière de répondre à cette critique, ce pourquoi moi je pense qu'il ne faut vraiment pas l'utiliser, parce que c'est presque trop facile pour un astrologue d'y répondre, ou alors il faut jouer le jeu, reprocher à l'astrologie d'oublier une constellation, ça doit donner comme conséquence qu'en fait, le zodiaque des constellations, entre guillemets les astronomes, en oublient combien, eux? Parce que le zodiaque des constellations, manifestement, ne permet pas de repérer les mouvements des astres errants visibles à l'œil nu. En fait, si on cherche un peu, les planètes vont traverser plus d'une vingtaine de constellations, telles qu'elles sont définies par Delporte depuis 1930. Donc le zodiaque solaire ne permet pas de repérer les mouvements des planètes. Si on est rigoureux, il faut plus de constellations. Donc les constellations solaires, en fait, celles que traverse le Soleil, c'est une chose, mais au moins, en tout cas pour les astrologues, je crois que je l'ai mis là, eux, ils disent qu'ils ont besoin des planètes, donc ils ne peuvent pas se limiter au zodiaque des constellations, quoi. Et techniquement, je dirais les astronomes non plus, mais... Donc pour moi, c'est vraiment une mauvaise critique,
mais comme je vous l'ai dit, pour moi, elle est presque plus intéressante pour les astrologues parce qu'ils peuvent y répondre. Vous prenez le livre de Zarkar et Kunt que j'ai cité tout à l'heure, eux, ils admettent que l'argument est réfuté. Ensuite, une autre forme de l'argument, donc, comme je l'ai déjà dit, c'est de dire, oui, mais les astrologues oublient une constellation. Alors, au-delà du fait qu'il y en a d'autres qui en oublieraient plus, si vous cherchez dans l'Antiquité, on n'a pas de zodiaque à 13 constellations. Parce que s'ils en oublient une, ça veut bien dire qu'il y en avait 13 qui devaient être utilisées par tout le monde ou je ne sais quoi. Moi, j'ai jamais trouvé dans les écrits des historiens des histoires de zodiaque à 13 constellations. Donc ça ressemble vraiment à un argument pur, en fait. Et puis surtout, je pense que c'est ça qui est très important pour ce qui est de la question de l'oubli. Au IIe siècle, on a donc on va dire un grand astronome, Ptolémée, qui a compilé toutes les connaissances de l'époque et donc qui a proposé un modèle géocentrique qui a tenu à peu près jusqu'à Kepler, Galilée, etc. Et donc, il a aussi compilé ce qu'il pensait être les connaissances astrologiques de l'époque dans un livre qui s'appelle le Tétrabiblos, où donc lui, il était tout à fait au courant qu'il y avait un décalage qui s'opérait entre les signes et les constellations, puisque c'est Hipparque qui l'avait découvert 2 siècles avant notre ère. Et donc, on voit par exemple dans son grand livre d'astronomie qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Talmageste, qu'en fait, il calcule les positions de toutes les étoiles de chacune des constellations et il les repère toutes dans le zodiaque des signes. Donc de toute façon, non seulement il connaît, mais il utilise évidemment la différence simplement. Et là, on voit qu'il y a encore un tout petit décalage qui va augmenter quand on s'approche du XXIe siècle. Et donc, je vous ai juste mis cette en tête, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu une traduction en français de l'Almageste. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Donc, si vous voulez lire Ptolémée en français, eh bien, c'est possible. C'est un monsieur qui s'appelle Alma, qui a traduit ça au XIXe siècle. Donc, c'est pas un bon texte pour les historiens, mais par contre, simplement pour aller lire du Ptolémée dans le texte, c'est vraiment intéressant. Donc je vous mets la référence. Si maintenant on parle de la question de la précession des équinoxes, donc ça c'est un autre argument qu'on donne contre l'astrologie, et il consiste à dire que, en fait, puisqu'on a 2 repérages, 2 zodiaques bien différents et bien identifiés, on constate qu'il y a un décalage qui s'opère, un décalage temporel et qui se traduit géométriquement. Donc je ne sais plus, c'est dû aux actions, je crois, du Soleil, de la Lune, peut-être un peu de Jupiter sur le bourrelet de la Terre, qui fait qu'elle a un tout petit mouvement de rotation autour de son axe, ce dont a parlé Jacques Lascar l'autre soir, si vous y étiez, et ça a comme conséquence de faire se déplacer le point de départ du zodiaque des signes, ou le contraire, de faire se déplacer les constellations par rapport à ce point-là. Donc je vous ai dit, ce qu'on appelle le point vernal, qui est l'intersection entre l'écliptique et l'équateur céleste, est à un endroit sur les étoiles. Et en fait, si on regarde, donc aujourd'hui, il est là. Donc c'est le point de départ vous voyez, on a le signe du bélier qui est là. Donc là, on a le signe du poisson, c'est la fin du zodiaque des signes. Mais en fait, là, le point vernal ne se trouve pas au début de la constellation du bélier, mais il est en plein dans la constellation du poisson. Alors qu'il devrait être là. Et donc, ce qu'on dit aux astrologues, ouais, mais votre truc, il se décale, quoi, au fil du temps. Et en fait, en 26 000 ans, ça va faire un tour complet. Donc, c'est n'importe quoi. Et en fait, là, je vous ai inscrit un petit peu le décalage. Puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le chercher un peu plus loin, dans le temps. Donc ça, c'est un fait, c'est quelque chose qui est très bien compris, expliqué, etc. Et parmi les choses qu'on entend, c'est de dire, oui, il y a 2000 ans, les signes et les constellations étaient alignés. Alors si c'est pas 2000, c'est 2002, c'est pas 2200 ans, c'est pas ça le problème. Mais moi, d'après ce que je vous ai montré, l'alignement des signes et des constellations, c'est quelque chose qui est pas du tout évident, puisqu'on a vraiment 2 repérages très différents, et puis fondés sur des questions différentes. Et donc, la question qui est posée derrière celle-là, c'est est-ce qu'il y a un meilleur repérage qu'un autre ? Mais en fait, est-ce qu'il y a un vrai repérage ? Quel est le vrai repérage des astres ? Est-ce que c'est en signe ou est-ce que c'est en constellation ?
la forme des débats amène à présenter les choses un peu de cette manière-là, parce que sinon on pourrait dire, on fait comme on veut. C'est juste du repérage. Et donc, moi, c'est une question qui me gêne, parce que j'avais l'impression quand j'y croyais, qu'on me posait la question, si on mesure une distance entre deux villes, quelle est la bonne mesure? Est-ce qu'elle est en miles ou est-ce qu'elle est en kilomètres? Comme s'il fallait choisir entre les deux. Non, c'est des systèmes différents, des unités de mesure différentes, et en fait, on peut exprimer une distance comme on veut. Donc, pour imager ça, je me rappelle, j'avais créé cette image, et j'imaginais un véhicule qui part d'Île-de-France et qui va du côté de Nice. Donc à l'époque, j'avais pensé à Nice parce que c'était un peu la citadelle des sceptiques, si vous voulez. Et donc je me disais, pour baliser mon chemin, soit je balise selon les régions à l'ancienne, je dirais, elles sont pas à jour, hein, et donc il faut que je traverse plus ou moins certaines régions pour y arriver. Soit je me dis, je vais faire ça mathématiquement, je crée 5 rectangles, et donc je vais avancer, et puis je serai un coup dans l'un, un coup dans l'autre, et je pourrai baliser mon trajet. C'est déjà écrit à l'écran. Et donc, si je pose la question, au moment où je suis là dans mon trajet, est-ce que je suis dans la région Bourgogne ou bien dans le rectangle 2? Parce que si on a un qui est vrai et pas l'autre de repérage, ça amène à ce genre de questions. Mais en fait, la question ne fait pas sens. Et vraiment, ce que j'ai représenté là, pour moi, c'est très très proche des images du ciel que je vous ai données avec les signes et les constellations. C'est-à-dire que les signes, c'est un truc brut et arbitraire, mais géométrique, alors que les régions, là, ça ressemble, vous voyez, beaucoup aux limites des constellations, qui, elles, sont d'origine culturelle, en fait. Ça dépend comment elles ont été nommées au départ, et elles ont des formes un peu bizarres. Donc aujourd'hui, le décalage entre les signes et les constellations, je l'ai représenté là. Alors attention, ça ne représente pas littéralement les positions des constellations, hein. C'est joli, c'est esthétique, mais en fait elles sont plus ou moins, vous avez vu, sur les signes. Par contre, on voit bien les décalages. Vous entendrez souvent que oui, mais maintenant les signes et les constellations sont décalés d'un cran. Donc c'est pas faux, j'ai envie de dire. Si on prend par exemple le Verseau, vous voyez la constellation du Verseau est là, alors que le signe du Verseau, lui, est ici. Donc il y a un recul, il y a une précession. Et donc ce que vous entendrez dire, c'est si on dit que tu es Verseau, et en fait c'est pas vrai, tu es Capricorne. Et derrière ça, vous voyez, on omet complètement le fait qu'on a 2 repérages différents. Donc c'est pas une contradiction en fait. Pour les astrologues, on est Verseau en signe et puis éventuellement Capricorne en constellation. Mais le problème, c'est comme les constellations ont des étendues différentes. Donc là, voilà, on a par exemple la Vierge, vous voyez, qui est immense. Je veux dire, dès l'origine, on ne peut pas dire que les signes et les constellations étaient alignés ou se recouvraient ou je ne sais quoi. Ah non, à moins que les premiers observateurs aient été aveugles. Non, c'est juste qu'il y a des constellations qui souvent, qui en général ont précédé le zodiaque, et donc elles ont eu des formes indépendantes des mouvements des astres, alors qu'après, on a créé un repérage pour justement être plus efficace. Et donc, si par exemple, j'avais cet exemple-là, si vous naissez en Scorpion, donc selon les signes, selon la maxime, oui, mais donc vous êtes Balance en fait en vrai, parce qu'il y a un décalage d'un cran. Non, pour cela du Scorpion, donc ça doit être la fin du Scorpion, je sais plus. Non, c'est le début du Scorpion. Là, en fait, votre Soleil était dans la constellation de la Vierge. Donc il y a deux écarts. Et en fait, selon où on regarde, c'est jamais pareil entre les signes et les constellations. En général, je crois qu'il y a 1/8 des personnes qui sont dans le même signe et la même constellation. Ça, c'est juste pour le détail. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, par contre, de l'argument de la précession des équinoxes, parce que je ne dis pas qu'il est à rejeter, c'est que c'est surtout pour rappeler aux astrologues qu'ils ne travaillent pas dans un ciel réel. C'est un ciel purement virtuel, purement imaginaire, etc. Ensuite, moi je vous ai dit que Ptolémée avait fait son choix, et là, l'argument principal qu'il donnait, c'était que, étant donné qu'il y avait un décalage, et que pour le symbolisme astrologique, la question des saisons est très importante, il fallait mieux garder le repérage en signes
parce que les équinoxes, en gros, sont calés sur le début du Bélier, donc les signes astrologiques se décalent pas vraiment par rapport aux constellations. C'est complètement absurde en fait, hein, parce que l'exemple que j'aime bien donner, c'est celui du lion qui ici naît en plein été. Donc c'est une personne qui est flamboyante, vous voyez la chaleur qu'il fait en ce moment en plus, etc. Mais le bébé qui naît aujourd'hui en Australie, lui, il est en saison inversée en fait. Et puis s'il naît entre les tropiques, là, il n'y a même pas 4 saisons. Donc finalement, les saisons, c'est juste valable, on va dire, aux latitudes qui sont les nôtres, mais c'est certainement pas un bon argument pour défendre la réalité des signes astrologiques. Ça, c'est ce dont je voulais vous parler pour ce qui était de la technique vraiment des signes et des constellations. Vous voyez, on peut aller vraiment dans le détail des choses. Et encore une fois, je le précise, pour moi, ça fait en gros 2 critiques en moins contre l'astrologie, mais il y en a tellement d'autres, c'est pas très grave. Je voulais vous parler aussi des astres de l'astrologie. Qu'est-ce qu'un astre en astrologie? Et ça, vous allez voir que c'est assez magique. Moi, j'avoue que ça m'a bien refroidi quand j'ai compris ça. Donc, juste pour le plaisir, donc j'espère que vous ne serez pas surpris par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Toutes les étoiles qu'on a ici, donc c'est dans la région de la Voie lactée, de la constellation du Sagittaire, il n'y en a aucune qui est utilisée par les astrologues. C'est déconnecté du ciel réel, l'astrologie. Avec la rétrogradation que je vous ai décrite tout à l'heure, donc là, on a le repérage de Delporte en constellation aujourd'hui, on a le repérage en signe astrologique, et donc on se dit logiquement, voilà, les astrologues travaillent là-dedans. Mais en fait non, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, ils en sont restés, pour leur très grande majorité, à un repérage, simplement, eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'on est par rapport à la ligne écliptique. Ce qui fait que dans le zodiaque des signes, les planètes font pas ça, alors que c'est leur trajectoire réelle. En fait, ce sont des points virtuels qui avancent et qui reculent sur un cercle, sur la ligne écliptique. C'est complètement virtuel, en fait. Et donc, si on prend par exemple une région du ciel quelconque, là c'est le Lion en août 2015, donc vous voyez qu'on a le Soleil, on a Mercure, on a Jupiter, on a Vénus, c'est le ciel normal tel qu'on le verrait, j'ai appelé ça le ciel des astronomes. Et donc, à quoi ça ressemble si on le représente astrologiquement, tel que ça sera utilisé pour interpréter astrologiquement? Et bien voilà le même ciel. Ça, c'est le ciel tel que les astrologues vont l'interpréter. Donc vous voyez qu'il n'y a plus d'étoiles. Et puis, c'est bizarre, mais les planètes sont alignées. Alors il n'y a plus d'étoiles à part le Soleil. Et pourquoi ça? Donc c'est tout le problème. Je vous dis, c'est du fait qu'ils ne tiennent pas compte des latitudes écliptiques. Concrètement, les planètes sont vraiment pour les astrologues des points géométriques purs. Et c'est tout simplement dû à ça. Étant donné qu'ils ne tiennent pas compte des éloignements des planètes, qu'ils ne veulent garder que ce qu'il y a là, ils font comme on a fait pendant toute l'histoire de l'astronomie depuis l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on a juste essayé de prévoir les positions telles qu'elles sont quand on projette orthogonalement sur l'écliptique. Et donc les astrologues ne travaillent qu'avec ces positions-là. Donc Jupiter n'est pas là, mais ici, astrologiquement, Mercure est là, et Vénus, qui s'éloigne beaucoup, ils la considèrent comme ici. Ce qui amène des contradictions, genre, là, on a une conjonction parfaite entre Jupiter, Mercure et Vénus. Oui, si vous prenez les projections, elles sont très très proches. Alors qu'en fait, non, Vénus n'est pas du tout en conjonction, par exemple. Et donc, moi je sais que quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a posé un problème. Et pour moi, je pense que ça doit poser un problème métaphysique aux astrologues. Pas un problème scientifique, puisqu'ils sont censés utiliser les positions des astres, qui sont censés nous dire des choses sur ce qu'on est, ce qu'on vit, etc. Mais en fait, ce ne sont pas les positions des astres, ce sont les positions de points géométriques qui sont utilisées. Donc, le lien entre les hommes et les astres, pour la majorité des astrologues, c'est un lien qui devrait être conçu entre les hommes et des points géométriques. Ça fait moins sexy tout de suite, ça présente moins bien, quoi. J'insiste, le ciel astrologique est virtuel. Concrètement, je vous ai montré tout à l'heure que pour repérer un astre, il fallait une abscisse, une ordonnée. L'ordonnée, elle n'est pas utilisée.
Donc ça a donné lieu à des critiques, je crois dans les années 70, il y a un autre mouvement qui s'est créé, une forme de schisme si on veut en France, qu'on appelle l'astrologie conditionnaliste, qui elle a essayé de remonter une astrologie en essayant de tenir compte de ces problèmes. Oui. La deuxième dimension n'est pas utilisée, mais la troisième non plus en termes de profondeur. Ah non, mais c'est ce que je disais au début, il n'y a plus de profondeur, on est sur la sphère céleste en fait. Donc bien sûr, ouais, les profondeurs... Si l'astrologue interprète en fait l'influence d'une planète quelconque en fonction de sa position réelle, c'est surtout la profondeur qui joue et qui collapse. C'est un des terribles arguments des astronomes de dire mais si les astrologues ne tiennent pas compte des distances, en fait tous les astres en théorie devraient avoir une influence. Et c'est vrai parce que les astrologues raisonnent pas en distance, donc plus on est loin, plus l'influence devrait être faible. C'est des questions qui n'existent pas en astrologie. Et notamment parce que si les astrologues utilisent toujours Pluton, et Pluton, d'un point de vue physique, c'est dur à justifier. Très 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 rapidement, on a découvert Uranus en 1781, et puis grâce aux lois de Newton de la fin du XVIIe, Le Verrier a calculé la position d'une nouvelle planète qui expliquerait que Uranus ne suive pas les trajectoires qu'on prévoyait, et on découvre Neptune en 1846. Et on avait déjà un peu remarqué, et Le Verrier l'a encore plus mis en avant, c'est ce qu'expliquait Jacques Lascar hier dans son fil rouge, enfin mercredi. Mercure posait un problème, c'est-à-dire que les lois de Newton permettaient de calculer précisément le mouvement de Mercure, mais il y avait un petit écart chaque année qui se faisait et qui augmentait avec le temps, et donc vraiment on l'expliquait pas. Et donc Le Verrier s'est dit mais il y a peut-être une planète en dessous de Mercure, très proche du Soleil, qu'il a appelé Vulcain, et il a essayé de calculer sa position. Et pendant des dizaines d'années, il y a des gens, des astronomes qui ont essayé de chercher Vulcain, il y en a certains qui l'ont vu d'ailleurs, mais en fait, elle n'a jamais été vraiment confirmée. Donc ils ont peut-être vu autre chose, parce qu'il y a plein de corps qui se baladent dans le système solaire, mais c'était pas Vulcain. Et c'est en 1916, manifestement, que Albert Einstein, en fait, en testant sa théorie de la relativité générale, lui donc a rendu compte précisément de ce mouvement du périhélie de Mercure, et donc il raconte dans une lettre qu'il écrit, je ne sais plus à qui, qu'il a été pris d'une crise de tachycardie, parce que là vraiment il arrivait à expliquer quelque chose que personne d'autre n'expliquait, et vraiment ça voulait dire vraiment que sa théorie était bonne. Eh bien, mesdames et messieurs, vous pouvez toujours trouver Vulcain dans les logiciels d'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a des astrologues qui utilisent encore Vulcain, qui les placent dans des thèmes de naissance, je ne sais pas ce qu'ils font avec. Et moi, j'avais demandé à un créateur de logiciels d'astrologie pourquoi il mettait ce genre de truc, parce qu'on sait que Vulcain n'existe pas. Il n'y a plus besoin d'une nouvelle planète pour rendre compte de Mercure. Et il me dit oui, mais bon, on ne sait jamais, il faut garder l'esprit ouvert, etc. Mais l'histoire continue parce que Neptune semblait se décaler un peu de la trajectoire qu'on lui prévoyait. Donc on s'est dit, il y a peut-être encore une planète après. Et ça a lancé tout un tas de recherches comme ça. Et on avait appelé cette planète X. Et chez les astrologues, elle est devenue Perséphone ou Proserpine. Et puis, on a découvert Pluton en 1930. On a cru que c'était elle. Et au fil des dizaines d'années, on s'est rendu compte que Pluton ne pouvait pas influer sur la trajectoire de Neptune. Et en 89, on a la sonde Voyager 2 qui s'approchait de Neptune et qui manifestement s'approchait trop vite de Neptune. Et en fait, l'explication, ça a été que on avait mal estimé la masse de Neptune, que Voyager a permis de préciser. Et une fois qu'on a eu la bonne masse, toutes les prévisions recollaient. Donc, il n'y avait plus besoin d'un corps pour expliquer qu'on avait du mal à prévoir précisément les trajets de Neptune. Et Perséphone ou Proserpine, vous pouvez toujours la trouver aussi dans les logiciels d'astrologie. Il y a des astrologues qui continuent d'utiliser cet astre, entre guillemets, hypothétique, parce qu'en fait, je vous dis, des astres, ce sont des points. En astrologie, donc, on les fait tourner, et puis on leur associe des symbolismes, et donc Proserpine, c'était associé au mystère, à la renaissance, la reconstruction, etc., etc. J'ai retrouvé aussi Vulcain dans des vieux logiciels. Alors, ne pas confondre avec des astéroïdes, il y a un astéroïde Vulcain, donc ça doit être celui-là. Mais là, je ne sais plus lequel des deux, mais il y en a qui ont encore Vulcain dans leur
dans leur logiciel, c'est assez incroyable. Alors, vous pourriez penser que ce sont des exceptions. Eh bien, pas du tout. Alors, si on veut être honnête, il y a très très peu, je pense, d'astrologues qui utilisent Vulcain et la planète X dans leurs interprétations. Par contre, il y a un autre astre qui est très très populaire en astrologie, c'est ce qu'ils appellent la Lune Noire. Et l'histoire de la Lune Noire, au XIXe siècle, pareil, ce sont des astronomes qui se sont posé la question, est-ce qu'il n'existerait pas une deuxième Lune, peut-être un peu plus petite, qui expliquerait, je ne sais pas, peut-être certains problèmes de l'orbite lunaire. Donc elle a été cherchée, on ne l'a pas trouvée, puis il semble qu'on a admis qu'elle n'existait pas. Mais pendant ce temps, les astrologues avaient intégré la Lune Noire, parce qu'il y en avait qui avaient créé des éphémérides, qui l'avaient située à certains endroits, etc. Et manifestement, ça posait problème à certains qu'on abandonne cet astre. Et donc, il y a un astrologue, Don Roman, qui s'est dit, tant pis, on va changer la définition. Donc, ça ne sera plus un corps, une autre lune, et il l'a fixé au foyer de l'orbite lunaire, au deuxième foyer de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Donc voilà, l'astre devient un foyer comme ça, un point purement géométrique. Et vraiment, ça montre à quel point la fécondité symbolique, le fait de pouvoir produire des interprétations, c'est ça qui est important, surtout en astrologie, et plutôt que de vraiment chercher à comprendre le réel, pour moi en tout cas, explorer le réel et voir comment il marche. Donc, en fait, les astrologues ne sont pas toujours d'accord maintenant pour calculer la position de la Lune Noire. Alors, il y a des chapelles, ils s'engueulent et tout. Il y en a qui proposent de faire les moyennes de tous les calculs pour trouver la meilleure position, mais bon, ça suffit pas. Autre chose qui est marrant, je trouve, j'avais représenté une orbite de Pluton dans le ciel, donc sur les constellations. En fait, Pluton a une orbite qui est assez excentrique, ce qui fait qu'elle s'éloigne beaucoup de l'écliptique, et donc elle doit s'éloigner, je crois, de 17 degrés. Et en fait, techniquement, Pluton passe la majorité de son temps en dehors du zodiaque des signes. Je trouve que ça pose un problème quand même par rapport à l'astrologie. Mais bon, moi je vous ai expliqué que le zodiaque des signes, c'est un vieux truc qui a été inventé dans l'Antiquité, donc qui est devenu désuet en fait par rapport à toutes les découvertes qu'on a aujourd'hui et puis les meilleurs instruments d'observation. Et je crois d'ailleurs que quand je suis né, Pluton était en Balance dans mon thème. Donc vous voyez, Pluton en Balance, Pluton ne passe jamais en fait dans la Balance. Donc donc c'est en fait sa projection qui était suivie en Balance. Je pense que je vais passer rapidement là-dessus, mais en fait, suite à la découverte de Pluton, en Allemagne, il y a tout un courant qui s'est développé en se disant qu'il y a peut-être d'autres planètes plus loin que Pluton. Et donc, pour aller très très vite, ils ont, je ne sais pas exactement comment, en comparant des événements peut-être qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, cherché à imaginer de nouveaux astres, des planètes hypothétiques, dont ils ont déterminé la distance, les cycles, tout ça. Et en fait, ils les ont positionnés comme ça. Donc moi je les ai réunis, ces astres qui ont des drôles de noms, Cupidon, Hadès, Zeus, etc. Et je les ai mis là selon leur période orbitale, sachant que plus elle est longue, plus ils sont loin. Et depuis le début des années 2000, on a fait pas mal de progrès, on a trouvé des tas de gros corps, même au-delà de Pluton, ce qu'on a appelé la ceinture de Kuiper, qui est représentée là. Et donc j'ai voulu comparer les plus gros qu'on avait trouvés avec ceux qui étaient prévus. Et j'ai envie de dire, malheureusement, ou évidemment, ça ne correspond pas, quoi. Donc la plupart sont là. Donc il y a Cupidon qui n'est pas très loin de celui-ci, mais bon, avec 7 ans d'écart, on se décalerait vite si on voulait vraiment comparer. Et puis, même Eris et d'autres sont mal placés. Et puis, ce qu'il y a de marrant ici, c'est que quand on étudie les représentations du hasard dans le cerveau, on va dire, typiquement quand on demande à des gens de placer des points au hasard sur des schémas, ou alors qu'on leur donne des schémas de points remplis soit au hasard, soit par des êtres humains, et qu'on essaie qu'on leur demande d'identifier quel schéma est plutôt généré aléatoirement ou plutôt par un esprit humain, et en fait on se rend compte qu'on a vraiment tendance à imaginer que les choses se répartissent régulièrement dans la nature. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas.
quand on génère des schémas avec des points aléatoirement, il y a souvent des gros paquets ici et là. Et c'est vrai que si on n'est pas habitué à ça, on a l'impression que c'est un être humain qui l'a fait, mais en fait, pas du tout. Le top, hein, évidemment, c'est Sedna, qui, elle, est carrément 11 700 ans pour faire le tour du Soleil. On a découvert, je ne sais plus quand c'était en 2003, je crois. Donc, vraiment, voilà, la planète uranienne, elle n'existe pas. Par contre, comme de partout, il y a des courants qui utilisent encore les planètes uraniennes. Donc, pour eux, ça marche. Ça marche. C'est-à-dire qu'ils formulent des interprétations qui leur permettent d'interroger, j'imagine, les gens, les événements, etc. Donc vraiment, les astrologues, pour moi, ces histoires, elles sont typiques du fait que les astrologues ne suivent pas l'actualité de l'astronomie. Et puis en 2005, on a découvert Eris, un astre qui a le même diamètre que Pluton. Eris, c'est terrible, elle a 44 degrés d'éloignement maximal de l'écliptique. Et en plus, elle a un mouvement qui est très très lent, ce qui pose des problèmes en astrologie. Et finalement, il y a plein de corps qu'on a découverts. Et tous, en fait, ils sont en dehors du zodiaque. Le zodiaque des signes, c'est vraiment un truc complètement désuet, j'insiste. Et là, j'ai mis séparément, en fait, les écartements à l'écliptique des plus gros corps de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et en fait, c'est pareil déjà, Pallas, Juno, Cérès, en fait, sortent du zodiaque très très régulièrement. Mais je vous les ai mis parce que les astrologues les utilisent aussi. En termes justement d'astres, de l'astrologie, je vous donne un autre exemple qui est quand même, je trouve, extraordinaire. Parce qu'il y a quand même des astrologues qui continuent à dire que l'astrologie, c'est fondé sur l'astronomie. Ça, c'est une technique de prévision en astrologie qui est très populaire et qui a été de tout temps un petit peu. C'est ce qu'on appelle la technique des directions. Et il y en a qui appellent ça les directions symboliques. Alors c'est très très simple. En fait, le zodiaque qui est au milieu, vous avez les positions des planètes qui sont là, donc. Là, il y en a d'autres, etc. À la naissance d'une personne. Et l'idée, qui est fondée sur juste des observations entre guillemets, c'est que chaque année, si vous voulez faire des prévisions pour l'année en cours, vous faites avancer tout le monde, tous les astres d'1 degré. Donc 1 degré par an. Ici, je l'avais mis pour 43 ans. Et concrètement, ça veut dire que tous les astres les points vont se décaler de 43 degrés. Et puis là, on voit par exemple, donc c'est la bande extérieure. Donc la Lune qui était ici, avancée de 43 degrés, elle est passée sur Mars, ça veut peut-être dire quelque chose sur la 42e année, la 41e, et puis il y a celles qui sont là. Et si on y réfléchit bien d'un point de vue physique, c'est juste choquant, parce que, bien sûr, autant les positions qui sont là, c'est à peu près vraiment les positions qu'occupaient des astres réels au moment de la naissance de la personne, autant ces positions-là, ça n'a rien à voir. Parce qu'aucun astre n'avance d'1 degré en 1 an. Donc là, on est vraiment dans ils appellent ça des déplacements symboliques, ou ils appellent ça des déplacements imaginaires, parce que donc, au cas où ça vous est pas sauté aux yeux, ça veut dire que Pluton avance à la même vitesse que la Lune, dans ce repérage. Et j'insiste, parce que pour moi, c'est vraiment important, pour dire que vraiment la donnée astronomique, en fait, c'est une option en astrologie. On est uniquement dans des systèmes virtuels, mathématiques, on est dans du repérage, et c'est seulement dans les débats qu'on va poser la question astronomique, mais très concrètement, l'astronomie, en tout cas l'astronomie au sens physique, n'intervient pas dans l'astrologie. Donc pour moi, on n'est pas dans le symbolique, on est vraiment dans l'imaginaire, d'autant plus que comme c'est pas justifié, je crois bien qu'il y en a qui le font avancer à des vitesses différentes. Pourquoi 1 degré par an? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas tous les 2 ans? Pourquoi pas tous les 6 mois? En fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Et puis pour ceux qui les utilisent, ça marche, évidemment, ça marche toujours. Donc l'événement pour moi qui couronne un petit peu tout ça, et j'appelle ça la fécondité du faux, c'est que les astrologues vont dire, mais oui, mais quand on utilise ça au quotidien, donc ça marche. C'est-à-dire que ça nous permet de produire des interprétations
qui permettent aux gens de se poser des questions, de rendre compte de ce qu'ils vivent, de donner du sens, etc. Et donc, je vais aller vite, les astrologues adorent s'entraîner sur les personnages célèbres, dont ils connaissent la date de naissance, dont ils connaissent la vie, donc comme ça ils font tourner les planètes, ils regardent un peu ce qui s'est passé à tel moment, tel autre, et puis ils s'entraînent réellement à interpréter. Et en même temps, ils utilisent ce genre de choses pour prouver aux sceptiques que quand même l'astrologie, ça permet d'expliquer pourquoi, par exemple, Staline a pris telle décision à tel moment, pourquoi il avait telle personnalité, etc. Et donc, on connaissait la date de naissance de Staline, et donc elle a été utilisée même pendant tout le XXe siècle, parce que c'est un personnage emblématique du XXe siècle. Donc les astrologues de tous les courants, de toutes les astrologies du monde entier, ont utilisé Staline à un moment ou à un autre soit pour s'entraîner, soit pour initier leurs étudiants, puisqu'il y a des professeurs d'astrologie. Il y a des théoriciens qui ont utilisé ça, les amateurs, tout le monde, quoi. Et tout le monde en était satisfait jusqu'en 2001, où là, ce fut le drame, puisque un auteur, je ne sais pas s'il était historien, mais il s'est rendu dans le village de naissance de Staline, parce qu'il voulait réécrire la biographie de Staline en allant sur le terrain. Et en consultant les registres de l'église de Gori, il s'est rendu compte que la date de naissance n'était pas bonne. Donc la date de naissance de Staline, utilisée pendant tout le XXe siècle par les astrologues, n'était pas bonne. Pour quelle raison Staline, il semble que c'est lui qui a vraiment modifié sa date, c'est pas une erreur. Il semble que la naissance qu'il avait au départ, en fait, c'était une date qui devait porter malheur. Quelque chose comme ça, il y avait des croyances sur cette date-là. Et est-ce que c'est parce qu'il se voulait avoir un avenir politique ou quoi? Donc il a dû modifier sa date de naissance. Évidemment, il n'a pas prévenu les astrologues, ce qui est dommage. Et j'insiste vraiment sur l'idée qu'il ne faut pas minimiser la portée de cet événement, parce que j'insiste, ce sont des milliers et des milliers d'astrologues qui ont utilisé cette donnée erronée. Et je vous donne cet exemple-là, parce que pour moi il est très très parlant, mais ils ont fait pareil avec, je sais plus, Napoléon, il y en a qui s'éclatent avec la naissance du Christ aussi, puisqu'on ne la connaît pas. Donc quelle est la bonne date et tout ça. Il y a eu d'autres hommes célèbres, manifestement, dont on a découvert que l'ADN était fausse. Et c'est incroyable, mais à ma connaissance, il n'y en a aucun qui a contacté les autres en disant « mais stop, ça ne marche pas avec Staline ». Normalement, avec des milliers et des milliers de personnes qui l'ont fait, ils auraient dû se rendre compte, l'un ou l'autre, quelque chose qui ne marchait pas. Et réellement, moi, c'est un des arguments que je lance aux astrologues tout le temps, en leur disant « mais expliquez-moi cet événement-là. Moi, je ne comprends pas. Comment on peut rendre compte du fait que tout le monde s'est trompé à l'unisson ?» Et donc, avec la grosse question bien méchante derrière, mais qui est adulte pour moi, c'est comment on distingue le faux du vrai dans l'interprétation astrologique. Parce qu'en fait, ça montre juste ça, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie en astrologie pour essayer de voir si on est proche de la réalité ou pas. Sinon, quand on interprète des événements qu'on connaît déjà. Alors, quand on les connaît déjà, les astrologues adorent interpréter les événements après coup. Alors là, c'est génial, ils ont tellement de possibilités, tellement d'arcs à leur arc, tellement de cordes à leur arc, qu'ils arrivent toujours à trouver du sens. Mais trop, en fait. D'où le titre de mon livre, d'ailleurs, qui est « L'astrologie, ça marche ». Trop. Tout est dans le trop, en fait. Et c'est pour ça que ça marche pas, en fait. Et donc, s'il y a quelque chose qui marche en astrologie, manifestement, c'est pas pour des raisons astrologiques. Donc, il est déjà 11 heures passées. Donc, de toute façon, je vais m'arrêter là. Et alors, donc, pour terminer très très vite, qu'est-ce que l'astrologie ? Moi, je vous ai dit, j'ai dépassé un petit peu le paradoxe des astrologies différentes en posant que la question technique me permettait en fait d'analyser toutes les astrologies. Parce que c'est juste que ils ont des cases de largeur différentes, des angles différents, mais le principe c'est le même. Et vraiment, le sentiment que j'avais il n'y a pas si longtemps et que j'ai encore, c'est que quand on voit les débats sur l'astrologie, souvent, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'arguments, on va dire d'arguments critiques, et puis il y a plein de réponses et d'autres arguments astrologiques, et puis c'est un peu le brouhaha général, chacun garde un peu ce qu'il veut, et machin, et trucs. Et moi, en fait, mon travail a consisté depuis une dizaine d'années à me dire, mais en fait, si on part du principe que le point commun, c'est la technique, c'est l'outil astrologique, dans ces cas-là, c'est lui, en fait, qui traverse le temps,
Et puis, différentes astrologies arrivent et puis se collent un petit peu sur le système. Et puis, chacun projette ce qu'il veut dessus, ça marche. Et je pense qu'on peut vraiment approcher la critique de l'astrologie différemment en faisant comme ça, parce que ça revient à limiter les problématiques en disant, mais cet outil, donc quand je dis l'outil, c'est le zodiaque, les maisons, les aspects, tout ça. En fait, quels sont les fondements de ce système et comment on l'utilise? Et à partir de là, si on a une démarche de croyant, de défense de l'astrologie, on va chercher des fondements métaphysiques, des fondements mythologiques, parce que bon, les fondements physiques, on voit que ça marche pas. Et dans l'utilisation, on va essayer de produire plein d'interprétations, et puis ça donne lieu à des milliers de pratiques différentes, traditionnelles. Alors si on a une approche plus sceptique, et moi j'ai envie de dire plus rigoureuse, on va plutôt se poser la question de, oui d'accord, le zodiaque, tout ça, mais physiquement c'est fondé sur quoi? Comment ça apparaît historiquement? Et quelle est la logique interne du truc? C'est-à-dire comment ça tient ou comment les choses sont liées entre elles. Et en termes d'utilisation, en fait, c'est chercher à rendre compte, moi c'est ce que je fais, des succès de l'astrologie. Et au lieu de se dire, si ça marche, entre guillemets, donc pendant une consultation, moi je pense par exemple qu'une consultation, et ça va à mon avis plus loin que l'astrologie, pour moi c'est une séance de brainstorming. C'est-à-dire, puisque les astres ne sont pas du tout connectés au réel, mais par contre, avec l'interprétation, ça permet une grande créativité. Moi, je pense que, en fait, quand on va voir l'astrologue, on attend juste qu'il nous donne une idée qu'on n'a pas eue. Alors, je schématise énormément, mais dans l'intention, ça peut expliquer, effectivement, que des fois, on est un peu ébloui par une idée qui sort de la bouche de l'astrologue, mais en fait, on est juste dans la créativité. Donc de temps en temps, effectivement, ça peut donner quelque chose, mais il n'y a pas besoin d'envisager que c'est vraiment l'astrologie qui est en cause. Ensuite, dans l'utilisation, est-ce que ça marche ou pas? On peut monter des protocoles expérimentaux. Je vous ai dit, on en a au moins 1 millier pour l'instant, et tout ce qu'on teste, ça marche pas. Et puis, on peut appliquer des questions, des probabilités dans la pratique, et ça permet de mettre en avant plein d'erreurs de la pratique. Donc, c'est pas du tout prévu que j'en parle aujourd'hui. Et en gros, entre l'approche croyance et l'approche un peu plus rationnelle, on va dire, d'un côté, on se demande pourquoi ça marche, littéralement, et on cherche la satisfaction de l'utilisation, donc soit du client, soit de soi-même, et on se demande quelle est la meilleure astrologie, alors que du point de vue rationnel, ça marche, on comprend que, ok, ça peut satisfaire la personne, mais ça ne veut pas dire que c'est efficace. Si on organise des protocoles, ça ne marche pas systématiquement, en fait. Et on se pose vraiment des questions différentes. Donc pour moi, la question technique, elle est au centre de la pratique, et ça rejoint ce que je vous disais tout au début, c'est que c'est des questions, moi, que je ne trouve pas dans les textes des historiens, des psychologues, des sociologues. Les astronomes, eux, sont plus techniques, mais c'est normal. Et puis en plus, quand je pense que vraiment, finalement, on analyse le discours des astrologues pour comprendre l'astrologie, moi, je pense que l'astrologue est trompé par son propre système, qui est très complexe, et finalement, c'est peut-être l'astrologue qui est le moins bien placé pour en parler. Donc, comprendre l'astrologie par le biais du discours des astrologues, c'est peut-être une mauvaise idée. Quand on pose la question de l'erreur dans l'astrologie, on commence à mieux se rendre compte de ce qui se passe, de comment on pratique, pourquoi, et ça permet de rénover les choses un peu comme je le fais, même si là, je n'ai pas pu en parler. C'était pas prévu que j'en parle aujourd'hui. L'astrologie, c'est pas forcément une boîte noire, et je trouve que c'est vraiment dommage que personne ne travaille sur la croyance astrologique. Il n'y a aucun universitaire qui travaille là-dessus. Alors qu'il y a encore 40% des Français qui disent croire que les signes astrologiques permettent de décrire la personnalité des gens. Vous allez sur les réseaux, l'astrologie, elle est à peu près de partout. Le marketing aussi utilise beaucoup l'astrologie. Moi, je suis choqué quand je me dis que les horoscopes de presse sont presque imposés à des enfants qui sont, par exemple, ça m'est arrivé quand je prenais le bus et que j'entendais l'horoscope. C'est pas normal que les enfants soient confrontés à ce genre de choses, je trouve, alors qu'ils sont pas armés intellectuellement pour prendre du recul. Et personne ne travaille sur l'impact que pourraient avoir ou pas les horoscopes de presse, par exemple, très concrètement, alors qu'on voit des jeunes, on l'a raconté, qui organisent des soirées dont tel signe astrologique est interdit, par exemple. T'es Gémeaux? Non, on veut pas de Gémeaux ce soir. Dans les recrutements, il semble qu'il y en a moins qu'avant, mais il y a des gens qui recrutent encore selon le signe astrologique. Alors qu'ils recrutent selon le signe, c'est déjà pour moi inacceptable, mais c'est pas forcément très grave. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils
ne recrute pas à cause de signes astrologiques. C'est-à-dire dire à quelqu'un « Ah, vous êtes Gémeaux, j'aime bien les Gémeaux, on va peut-être bien s'entendre ». Bon, ça peut se discuter. Par contre, dire à quelqu'un « Maintenant, vous êtes Gémeaux, on va pas vous prendre », ça c'est grave, hein. C'est pas normal, ça doit pas exister. Et en fait, il y a plein de situations comme ça qui existent, mais personne ne travaille dessus, donc on ne se rend pas compte. Moi je pense, mais c'est vraiment, je peux pas le prouver, mais j'ai vraiment l'impression, donc je travaille dessus depuis quelques mois, que de la même façon qu'on parlait auparavant d'un racisme ordinaire, racisme au jour le jour, on rigolait des Arabes, des Noirs, des machins, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ferait plus, parce qu'on s'est rendu compte que c'est plus grave que simplement des petites blagues ou des choses comme ça. Moi je pense qu'il y a vraiment un astrologisme ordinaire, mais dont je suis incapable d'évaluer l'ampleur, donc c'est pour ça que pour l'instant c'est qu'une hypothèse, et j'ai eu une proposition de projet de thèse là au printemps, qui, comme d'habitude, ne va pas se faire parce qu'il n'y a pas de financement pour ce genre de choses. Donc j'en suis à mon 14e projet de thèse, je ne sais pas jusqu'à combien je vais aller, mais il n'y a jamais de financement. Il y a plein de gens qui s'y intéressent, mais il n'y a jamais de financement. Donc si vous avez des trucs, ça m'intéresse aussi. Et puis je vais m'arrêter ici en vous remerciant pour votre attention. C'est 11h11, ça porte malheur. C'est 11h11, ça porte malheur. Je propose qu'on rajoute une demi-heure. Non, c'est pas ça. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a une conférence maintenant, je ne sais plus ce que c'est, ça va commencer dans 5-10 minutes. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Et sinon, moi je peux prendre des questions et je peux répondre.